J'ai oublié d'enregistrer. Et là, tu te retrouves un peu con à la fin. Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Industrial Nation. Vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Babel de la société eWatch. Bonjour Nicolas. Bonjour Karim. Je suis très content de t'avoir avec nous. On peut peut-être commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es? Alors, Nicolas Babel, je suis le dirigeant et fondateur de la société eWatch, donc qui développe des solutions pour le smart building et les sociétés industrielles. D'accord. eWatch qui est basé dans la région? Dans le Grand Est. Dans le Grand Est, ok. Une chose qui était intéressante dans la façon dont on s'est rencontrés, tu es une start-up ou comment tu qualifies ta boîte aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que tu es une start-up ou est-ce que tu es plutôt une boîte installée? Est-ce que tu peux nous parler un peu des eWatch? Alors, effectivement, on se considère, et je considère eWatch un peu comme un peu tout. D'ailleurs, j'ai tous les coques. J'ai le coq de la French Fab, de la French Tech et de l'aspect aussi vert, parce qu'on a un Ouais, ils côté, en ont on sorti un verra, vert, là. un vert. Voilà, c'est ça. Donc, je les ai tous parce que, effectivement, eWatch colle à l'ensemble de ces définitions. Donc, une approche marketing effectivement assez innovante qu'on va retrouver dans des startups, une courbe de progression qui ressemble à une courbe de start-up, mais par contre un métier très pratico-pratique autour des industriels, autour de l'amélioration, de la compréhension des usines. Donc on vend aussi du hardware, on vend du software, on accompagne nos clients, on met de l'expertise. Donc c'est vrai que on est un peu un ovni, on va dire, dans le format de la boîte qui est assez dur à classer. Mais on a 10 ans, on va fêter nos 10 ans où on fera d'ailleurs un très gros événement avec des invités à Paris et pour fêter d'ailleurs nos 10 ans. Donc 10 ans, une start-up, bon, ça commence à faire Ouais, tu un commences peu vieux. ça va, c'est un peu une vieille start-up, quoi. C'est ça. Comment tu es arrivé là, en fait? Est-ce que tu peux nous parler? Déjà, eWatch, c'est quoi aujourd'hui comme taille, en taille de structure? Combien de personnes vous avez? Alors eWatch, c'est 20 personnes en France, 2 personnes au Benelux. Et voilà, on risque de doubler l'effectif là d'ici 1 à 2 ans. Donc, une très, très forte croissance. On va parler après un peu des marchés et du type de services et de produits que vous proposez. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, quoi? Comment tu es arrivé là? C'est quoi ton parcours? Alors, on va dire que j'ai essayé d'être. Alors, je suis assez peu diplômé, j'ai un BTS en électronique, donc plutôt Ouais. autodidacte, passionné par contre de création d'entreprise. J'ai toujours voulu créer une société, une grosse société, donc Dès que tu es la sorti du développer. BTS, tu as créé ta première société ou tu as travaillé un petit peu avant? J'ai travaillé, alors je me suis fait embaucher à mon oral de BTS. J'ai travaillé 10 mois. Je me suis pris la tête avec le dirigeant parce que j'avais déjà des fortes ambitions. J'ai créé une société pour faire des produits pour mesurer la température sur des fours à pain, fours à pizza. J'ai arrêté parce que j'étais un peu jeune. Je ne m'en sentais pas encore capable. Et après, j'ai essayé de retravailler pour des grands groupes. Et voilà, j'étais mis dans des cases et j'avais Ouais, ça ne plaisait envie pas, quoi. de développer. Donc, j'ai écouté beaucoup de choses autour du marketing, de la croissance, de la création d'entreprises. Et voilà, et vite, j'ai démissionné et j'ai créé donc ma société. Au départ, je faisais des produits pour le parapente, le vol libre. Voilà, c'est ma passion depuis des années. Mais voilà, vous étant intéressé par tout ce qui est énergie, industrie, avec un beaucoup gros potentiel marché. Donc, j'ai décidé de basculer les activités tout doucement et d'arrêter, on va dire, cette partie vol libre qui était plus un amusement pour moi, Une qui m'a passion. permis d'expérimenter voilà, différentes choses. Et donc, après, on a basculé autour de l'énergie, de l'industrie. D'accord. Et c'était des produits liés à l'électronique? Toujours, Tout à fait, ouais, je suis électronicien, c'est un BTS D'accord. électronique, donc j'ai conçu des produits, j'ai conçu une plateforme, des canaux de distribution. Ça m'a permis d'expérimenter en gros Okay. la création d'entreprise jusqu'à en vendre 1500, 2000 produits et après basculer vers quelque chose à plus fort potentiel et qui me passionne, qui est voilà, la modernisation des sites industriels. D'accord. Donc, quand tu as démarré, là, il y a 10 ans en arrière, tu as démarré from scratch, quoi. C'est-à-dire que tu as commencé à travailler sur c'est quoi? C'est tes propres produits que tu as proposés à l'industrie, à la modernisation de l'industrie. Tu es Alors, arrivé avec l'arrivée de l'industrie 4.0. Enfin, je ne sais pas si ça a plus de 10 ans. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça qu'on en parle, mais on en parle depuis ouais. longtemps. Ouais, on en parle depuis longtemps. Donc non, oui, from scratch. Au départ, beaucoup autour de l'énergie. Après, on a évolué vers tout ce qui est optimisation de la production du terrestre. Mais effectivement, c'est tous des produits développés
en interne, aussi bien la partie d'ailleurs produit que la partie logicielle est développée en interne par les ingénieurs chez nous. Donc au départ, j'ai commencé tout seul. Après, il y a mon directeur technique qui m'a rejoint, qui a développé les premiers produits. Et donc, on les a sous-traités, on a fabriqué des produits. Donc, au départ, très, effectivement, besoin de développer les produits. Donc, ça prend beaucoup de temps à mettre au point, à développer. Et on en a développé toute une gamme au fur et à mesure du temps, une plateforme, des applications. Mais effectivement, from scratch au départ et sans moyens d'ailleurs. Je suis fils d'ouvrier, donc c'est vraiment avec les moyens du bord. J'ai réussi à trouver des financements, à faire du réseau, à m'approcher de BPI qui m'ont énormément aidé au départ. Et donc, j'ai réussi comme ça en 10 ans à arriver à un moment où en plus il y a une vraie maturité du marché, un vrai timing qui est bon pour ce qu'on développe. Tu t'es retrouvé en ayant commencé comme ça un peu from scratch. 10 ans plus tard, tu te retrouves un peu dans l'œil du cyclone parce que maintenant, tous ces produits, notamment autour de, si j'ai bien compris, du contrôle de la consommation d'énergie, ce genre de choses que tu proposes, c'est des choses aujourd'hui qui sont devenues importantes quoi, enfin, on le voit en plus avec la crise énergétique en ce moment, c'est crucial, quoi. Tout à fait, ça va dans le bon sens, on va dire, pour nous et même, on va dire, pour la planète. Mais effectivement, on est maintenant à un moment où, alors au-delà de l'aspect énergie, l'aspect production, supervision de la production industrielle, lié notamment à la phase Covid, où il y a eu des besoins de télétravail, d'outils un peu plus digitaux pour changer la manière dont on travaille, mettre des capteurs, générer des données, avoir une plateforme, des tableaux de bord, de la supervision est une nécessité. Donc, il y a l'aspect énergie, mais il y a l'aspect optimisation de la production, suivi des équipes, mettre en place des KPI et nos solutions permettent à un industriel d'avoir vraiment une vision sur ces différents enjeux qui sont maintenant effectivement avec un timing qui est très bon, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé il y a 10 C'est ans. clair. Tu prêchais dans le désert quoi, il y a C'est 10 ans en ça, arrière. Et exactement. aujourd'hui, du coup, tu as vu aussi cette évolution de l'industrie. En plus, tu t'adresses à quel type de boîte? Plutôt de la PME? Alors, au départ, effectivement, la cible était les PME, PMI industriels, mais on va dire qu'on a à moitié-moitié entre des grands comptes Compte, ouais. comme des Safran, des Hutchinson, des grosses sociétés qui ont peut-être d'ailleurs un peu plus de maturité, qui ont les équipes aussi pour s'occuper de ça, rechercher ce qui existe, échanger avec nous. Mais effectivement, notre volonté est bien d'accompagner également des PME, PMI. PME, quoi. Ok, donc tu veux développer là-dessus. Et alors, justement, toi qui, alors disons, je ne vais pas faire de toi un vieux sage ou un ancien, mais voilà, tu as quand même 10 années de développement de produits pour l'industrie, notamment pour les grands groupes et les PME. C'est quoi ta vision aujourd'hui de ce marché? On est dans le marché un peu IoT, un peu amélioration de la prod. Enfin, il y a beaucoup, moi, je vois beaucoup de startups, de boîtes aussi, même de boîtes plus anciennes se lancer là-dessus. Rien que comme ça de tête, il me vient 5-6 noms. C'est quoi, toi, ta vision un petit peu de ce marché? Moi, de l'extérieur, j'ai le sentiment que c'est un peu le Far West, quoi. Tout le monde Exactement développe ça ça. en boîtier, tout le monde positionne ses produits. Comment tu vois l'évolution de ce business-là autour de ces capteurs, de cet IoT, de ces Alors, supervisions, etc., de déjà, moyens de production? pour moi, au-delà de marché, c'est plus des outils, des moyens. On va dire que l'IoT est un moyen de faire des choses et on peut faire, effectivement, c'est le Far West, comme tu dis, on peut faire énormément de choses pour plein de secteurs. On a une branche IoT chez eWatch, donc pour tous ces projets un peu, on peut équiper des serres en Espagne, des bâtiments, ça peut servir à énormément d'usages. Mais on a une business unit aussi qui est dédiée au monde industriel où là, on va vraiment faire des solutions qui répondent aux besoins des industriels, où on va très peu parler d'ailleurs d'IoT, de capteurs, de cloud. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est j'ai des problématiques, comment je peux faire pour améliorer ma production, pour réduire ma... Donc, on va plutôt travailler là-dessus. Après, effectivement, le marché de l'IoT, il est mondial, donc c'est ça qui nous fait une vraie traction au niveau mondial. Mais on trouve beaucoup d'ailleurs de concurrents et de choses dans l'IoT, mais qui vont en général, et c'est là où on a vraiment une vraie valeur ajoutée, c'est beaucoup sur la partie plateforme. Les gens qui développent des produits, qui vont faire l'effort et pas d'importer les produits, mais bien de les fabriquer, de mettre de l'intelligence dans le capteur, de mettre des choses comme ça, il y a peu de sociétés qui le font. Par contre, on va trouver plein de plateformes. Après, le problème des plateformes, c'est que ce que ces sociétés et ces startups ont oublié, c'est que l'industriel n'a pas les données. Enfin, il y a quelques produits, mais le gros enjeu, le premier enjeu d'un industriel, c'est aller créer les données pour pouvoir travailler sur une plateforme. Mais eWatch, nous, on fait le capteur, la plateforme et l'expertise qui permet d'avoir vraiment une solution clé en main et qui marche très rapidement. Et alors, moi, il y a deux sujets qui m'intéressaient dans notre échange. Enfin, c'est les deux raisons surtout pour lesquelles je voulais t'avoir à tout prix comme invité. La première, c'est qu'il y a une actu autour de eWatch. Tu as fait une levée de fonds là dernièrement. Alors,
y a certainement plein de gens qui sont familiers de levée de fonds, etc. Dans ce modèle, voilà, qu'est-ce qui t'a conduit à faire ça et qu'est-ce que tu retiens comme leçon par rapport à cette démarche qui est une démarche un peu nouvelle peut-être aussi pour toi de levée de fonds. Voilà, c'est quoi ton feedback là sur un process de levée de fonds pour une PME ou une start-up, entre guillemets, start-up, tu as 10 ans, donc tu es un peu moins start-up, mais pour une boîte qui est plutôt dans l'industrie, qui vise des boîtes industrielles? Alors, déjà, effectivement, c'était une expérience nouvelle. J'ai eu des business angels, d'ailleurs industriels, qui avaient investi, que j'ai racheté. C'est très chronophage, très long, surtout quand on est dans une démarche comme nous, avec du hardware et du software qui n'est pas quelque chose qui est très aimé, on va dire, des fonds d'investissement. Donc, ils vont chercher le Blablacar, ils vont chercher des plateformes avec des taux de transformation, ce qui n'est pas nous. Nous, on a des temps longs, des temps plus longs dans les développements, même si maintenant on est arrivé à maturité. Donc, ça a été compliqué et long. Par contre, ayant la volonté d'avoir une croissance très rapide, notamment avec le développement à l'international et après sur le marché des US, on ne peut pas avoir une courbe de croissance industrielle. Donc, la levée de fonds permet d'accélérer et de scaler notre croissance et de mettre en place des outils beaucoup plus puissants. Donc, voilà, ça a été une vraie expérience. On a eu la chance de trouver, alors malheureusement, et à mon grand désarroi, pas en France, mais au Luxembourg et en Belgique. Donc, un fonds qui est spécialisé dans tout ce qui est Industrie 4.0, donc qui connaissait bien ce que nous, on pouvait apporter, notre valeur ajoutée, et un fournisseur d'énergie luxembourgeois, donc Ensevo, donc Enochac pour le fonds Industrie 4.0, qui, eux, sont un fournisseur d'énergie, donc doivent proposer des solutions d'amélioration à leurs clients industriels. Donc, ils connaissaient notre métier. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à faire ce tour de financement de 3 millions et qui nous permet maintenant de vraiment d'accélérer. Sur la France, tu dis à ton grand désarroi, enfin moi c'est un sujet que j'ai déjà entendu, enfin j'entends pas mal de boîtes qui ont voulu faire des levées de fonds, notamment sur du hardware en France. Est-ce que c'est lié pour toi au contexte français ou c'était juste parce que dans ton cas, tu n'as pas trouvé ou tu n'as pas eu le temps ou tu n'as pas eu les bons contacts? Est-ce que On a tu penses que fait, c'est une limite ouais. du modèle français ou c'est J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu, je ne vais pas être méchant, mais un peu la grosse tête à trouver des licornes ou à trouver des trucs qui ont une croissance forte et d'ailleurs des fois sans valeur, où en fait c'est une espèce de bulle et il n'y a rien dedans. C'est sûr que le hardware, c'est un gros effort, c'est vraiment à structurer, il y a un gros boulot de structuration, de sourcing, à gérer des pénuries, c'est clair. Par contre, c'est beaucoup plus solide. On va dire un chiffre d'affaires, nous, il est consolidé, il est sûr, alors que voilà, on l'a vu avec des gens qui faisaient des espaces de coworking où à un moment, voilà, c'est une bulle, il n'y a rien et tout éclate. Donc, je pense que le modèle français cherche beaucoup des Blablacar. Enfin, je trouve ça très beau, hein, ce modèle, mais on ne peut pas avoir 10 000 Blablacar. Et il y a d'autres modèles qui existent et il existe des sociétés que je connais qui ont des croissances magnifiques, mais qui ne sont pas sur un format de plateforme avec des millions d'abonnés. Donc voilà, effectivement, je pense qu'il faut changer au niveau de la French Tech un peu cet état d'esprit où il existe des très belles boîtes qui font du hardware, comme des WeThings ou des gens comme ça, Netatmo. On a en plus pourtant des exemples qui réussissent bien. Donc, ouais, il y a un changement de mentalité à opérer quand même dans l'esprit des gens qui financent ou qui investissent sur ce. Et je travaille à ça pour montrer que certains investisseurs que j'ai rencontrés se sont trompés. Ouais, exactement. Tu veux leur faire regretter de ne pas Exactement. C'est mon défi. Exactement. Ce sera okay. pour le prochain tour. Ok, donc ça c'était le premier sujet. C'est intéressant d'avoir ton retour parce que ouais, il y a beaucoup de paillettes autour de tout ça, mais la réalité c'est que comme tu le dis, ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette aventure de levée de fonds? Je sais que derrière c'est que le début du reste, hein, on va en parler ensemble, mais qu'est-ce que tu aurais fait différemment maintenant avec le fait d'avoir bouclé ta levée de fonds? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes d'avoir fait de telle ou telle manière ou est-ce qu'il y a des choses que tu ferais aujourd'hui différemment? Ouais, bien se faire accompagner, ouais, ça c'est très très important, être sûr avec qui on part dans cette levée de fonds-là. J'avais pas non plus imaginé l'ampleur, on va dire, de l'audit, de ces data rooms, de tout ça. Il faut y être prêt et de bien préparer en amont. Voilà, il y a un vrai travail préparatoire à faire en amont. J'aurais peut-être fait. Après, non, j'ai pas franchement pas de regrets, non, des points d'amélioration. Disons que si je voyais quelqu'un, effectivement, voilà, je dirais de bien se préparer avant. Et aussi, la particularité qu'on a chez eWatch et que j'ai eu, c'est qu'on est une société qui était déjà en croissance et ça, c'est connu dans les levées de fonds, on est dans une phase un peu très compliquée.
On n'est pas de l'amorçage où en gros on n'a pas de business, on est en train de vendre du rêve et on n'a aucune Avec preuve. déjà du Mais chiffre d'affaires voilà, récurrent qui et tournait. voilà, et on n'était pas non plus une boîte qui était staffée avec 100 millions de chiffre d'affaires à un DAF. Donc c'est sûr qu'il faut être un peu au four et au moulin. Il faut à la fois faire du chiffre d'affaires montré, à la fois faire la levée de fonds. C'est pas compliqué. sympa. Donc il faut vraiment une société qui accompagne et qui prend le job que le dirigeant n'aura pas à faire. Enfin, il y a vraiment à trouver un bon partenaire. Ok. Merci pour ces conseils. Moi, l'autre sujet, c'est que maintenant, tu as fait cette levée de fonds. Donc, on va dire que tu as de quoi financer la suite. Justement, c'est quoi la suite? Comment tu vois l'évolution? Qu'est-ce que tu vas faire de cette levée de fonds? En fait, c'est que le début quand tu as fait ta levée de fonds, ce n'est pas le but en soi, contrairement justement peut-être à certaines startups qui sont là pour faire de levée de fonds. Là, toi, la levée de fonds va te permettre d'accélérer. C'est quoi cette accélération aujourd'hui? Alors, exactement, déjà, c'est qu'un moyen. On parle souvent dans les startups, tu as levé combien? C'est même quasiment un sujet de conversation, alors qu'en fait, voilà, c'est que de l'argent pour faire quelque chose. Et donc, nous, il y a plusieurs axes. On est très fort dans la R&D depuis le début, donc on va continuer d'innover, de mettre de plus en plus de l'intelligence, notamment dans les produits qu'on développe pour faire du traitement à haute vitesse. Enfin, il y a pas mal d'enjeux au niveau R&D. Sur le marketing, l'avenir de la vente et du développement, c'est d'être très fort sur ce lien entre le marketing et la vente et de bien travailler ces canaux d'acquisition et d'y mettre les moyens. Donc, on va se positionner comme un leader de ces solutions pour moderniser l'industrie. Et ça, c'est toute une stratégie à mettre en place. Également, le développement international avec cette première levée de fonds qui va nous permettre d'aller sur l'Allemagne, l'Italie et de renforcer le Benelux. Voilà, c'est déjà sur ça cette première levée et d'ici 2 ans, voilà, d'autres projets. Ok. Donc là, tu me parles voilà, je ne peux pas ne pas te poser des questions sur tes plans un peu marketing et sales. Hein. Tu sais que c'est mon dada. Donc, c'est quoi ta façon de voir les choses? Parce que souvent, c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre. Même quand des boîtes disent qu'elles vont investir sur le marketing, moi, parfois, ça me désespère un peu de voir la manière dont c'est pris en compte. Quelle est l'approche que tu vas développer aujourd'hui? Comment tu vois les choses pour justement devenir, en tout cas te positionner avec cette image un peu de leader? Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Comment tu vas procéder? Ouais, Comment alors, tu as envie de procéder? Après, on ouais. sait que ça ne va pas forcément marcher comme tu le souhaites, mais c'est quoi ton idée là? Alors déjà, on a une particularité, c'est qu'on a été très fort, nous, sur l'inbound. Moi-même passionné de marketing, vraiment de marketing à la base, et donc cet aspect produit et marketing, on a beaucoup bossé sur l'aspect SEO, référencement, et sur un marché qui est porteur quand même, qui est l'IoT, qui est quand même tendance. Ça nous a fait énormément d'inbound. Donc, eWatch est une société qui a été beaucoup basée sur de l'entrant. Et le pivot qu'on fait… Depuis 10 ans, tu as généré beaucoup de business grâce Exactement. à ce travail, cet investissement sur le contenu, quoi. Exactement, on a des CRM très remplis, très forts. Par contre, voilà, maintenant, c'est plus des stratégies d'outbound et d'aller vers le client sur différents formats qu'on va pouvoir maintenant se payer grâce à cette levée de fonds. On expérimente différents canaux d'acquisition et on va vraiment mesurer. Ça, c'est un enjeu qui est important, c'est qu'il y a plein de gens qui investissent, mais où il y a très peu de mesures de quel est le meilleur canal, améliorer son taux de conversion. Enfin, tu connais mieux que moi. Mais voilà, donc on va vraiment travailler différents nouveaux canaux. Peut-être retravailler d'ailleurs un peu plus à l'ancienne, on va dire. J'ai testé, j'ai expérimenté du cold emailing, des choses assez… Vas-y, raconte un peu là, parce que là, je sais que toi, tu es un fan, donc si je te lance là-dessus, tu vas voir. Qu'est-ce que tu as testé? Tu as testé tous les trucs de growth, de growth hacking, etc. Ça veut dire quoi? Vous avez essayé de monter des séquences automatisées. Qu'est-ce que vous avez fait qui n'a pas marché, justement? Ouais, pas mal de séquences, même au niveau de l'acquisition, au niveau voilà, d'aller rechercher les adresses mail des listes sur LinkedIn. Alors nous, en plus, avec une cible qui est l'industriel PME-PMI, qu'on va difficilement Les gars ne sont pas tout le retrouver. temps présents sur Exactement, LinkedIn. voilà, en gros, ce qu'on trouve dans le growth comme ça, et je trouve très adapté à certains profils. À la limite, dans l'IoT, où on va trouver des gens très connectés, des opérateurs, des gens comme ça va marcher. Par contre, sur la PME-PMI, clairement, nous, on est en train de faire plutôt des choses combinées, des mix entre voilà, des techniques de growth, mais du traditionnel, pourquoi pas du print, des événements. On a besoin de liens, on le voit. Ce qui fait la force d'eWatch, ce n'est pas tellement des produits, des plateformes, tout le monde en fait.
Par contre, l'expertise qu'on a depuis 10 ans fait de nous une boîte très forte. Donc, ce qui est important, c'est de le transmettre et d'avoir des canaux qui permettent de le montrer. Et envoyer des mails informels ou des trucs sur LinkedIn, un peu même en essayant de faire que c'est Je sympa et te qu'on se connaît, remercie, Nicolas. ça a une Dis-le plus limite. fort. Ça a une limite. Mais après, ça, c'est le fruit, mais ça a été Ouais, bien. Au ouais. départ, c'était bien. Maintenant qu'il y a tout le monde qui le fait, déjà, Ouais, on voilà, est LinkedIn, saturé, on est on saturé. les 100 à 200 kilomètres et même des Ouais, très c'est bons. clair. Donc, mais c'est bien. Il faut prendre. De toute façon, la vérité, c'est jamais que ça ou ça, et Ah non, c'est un c'est clair. mix. Et chez eWatch, c'est ça qu'on veut faire. C'est du traditionnel avec des technologies, un marketing soigné, du suivi, de la mesure. Il y a des choses très bonnes dans toutes ces solutions des startups. C'est pour ça que je suis beaucoup ce monde des startups parce qu'il y a des vraies idées, mais ça va souvent trop Ouais, d'un côté. Et l'industriel, en plus, on a affaire à ils sont des assez. vieux Enfin, bâtiments, des ouais. vieilles machines. Donc, il faut prendre en compte ça. Et nous, on essaye de prendre en compte voilà, à qui on parle. Bah, au-delà de ça, oui, tu parles aussi à des ingés, quoi, souvent, ou à des techniciens. Et je pense que, enfin, je ne vais pas faire de stéréotypes sur les ingénieurs, mais on est quand même sur des métiers techniques qui n'ont pas forcément une appétence pour tous ces trucs un peu marketing, qui voient ça plutôt d'un mauvais œil. Donc, si tu débarques avec une séquence d'emails et que tu assailles le gars pendant une semaine sur LinkedIn, ouais, je pense que ça peut être même très contre-productif. Moi, je l'ai vu sur certaines personnes qu'on a pu accompagner. Ça peut même foutre ton image en l'air parce que tu es passé pour le commercial de base, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif pour les commerciaux. Donc, il C'est faut ça. Donc, apporter il de la faut bien valeur, quoi. cibler. Voilà. Et bien Oui, apporter cibler de la à qui on valeur. veut parler, quel est le discours. Oui, Ok. tout à fait. Qu'est-ce qui te paraît là dans les choses que tu aimerais mettre en place? Là, tu parlais de canaux, justement, donc tu as parlé d'événements physiques, etc. Qu'est-ce que tu retiens en fait comme stratégie un peu? Comment tu vas y aller? Parce que ton équipe commerciale, elle est prête à aller dans les starting blocks. Comment tu vois les choses en fait? Ça veut dire que tu vas travailler sur des listes que tu vas prospecter. Comment vous pensez, c'est quoi le plan? Si tu as le droit de le partager, enfin si tu te sens de le partager, hein. Oui, oui. Alors, je suis désolé, ça a juste coupé un tout petit peu, donc je n'ai pas eu le début de la question. Ouais, la question, Si tu c'est veux. quoi le plan d'action en tout cas, tu parlais de nouveaux canaux, donc on revient à des choses un peu plus traditionnelles. En gros, ça veut dire qu'on prend le téléphone aussi, parce que ça reste encore le meilleur outil pour vendre, à ma connaissance, hein. On prend le téléphone, on va frapper aux portes. Mais concrètement, comment ta stratégie pour te positionner aussi en leader? Vous avez déjà une stratégie inbound qui fonctionne bien sur la partie IoT. Là, tu te positionnes sur ce marché industriel qui est aussi un marché qui n'est pas simple, hein, quand on veut faire du marketing, quand on veut aller prospecter. Comment tu vois les choses en fait concrètement en termes d'action marketing à mettre en place? Alors, effectivement, ça va être tu l'as dit tout à l'heure, c'est sur la valeur ajoutée et l'apport qu'on peut avoir. Donc, D'accord. l'enjeu pour moi, c'est on raisonne en canaux de distribution, d'acquisition, pardon, et qu'est-ce qu'on a comme récompense, qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée et comment délivrer, être sûr qu'on arrive à lui amener à la bonne personne. Et donc, ça va être avec des événements, notamment autour de l'industrie. Donc, on va faire en gros des déjeuners de l'industrie où on va D'accord. réunir des cibles industrielles, donc plutôt des événements premium pour en gros, si des industriels se déplacent, on l'a déjà fait, pour venir à un événement et s'informer. Après, ça va être un vrai boulot de suivi de ce tunnel. Mais voilà, donc déjà des événements premium où on va être capable de délivrer et de montrer ce qu'on est capable de faire. Ça, D'accord. c'est Donc le gros en enjeu, on le parlant voit. de problématiques que rencontrent ces clients-là et en essayant de discuter avec eux de ces sujets-là, quoi. C'est ça. Ce qu'on voit, c'est que quand on arrive à avoir un client et qu'il est avec nous, on le transforme, on a un taux de transformation qui est très bon parce qu'on a en gros tout ce qui lui convient. Donc, on sait qu'on arrivera à délivrer son projet. Donc, l'enjeu, il est de réussir à toucher la bonne personne. Et donc, pour ça, alors, le téléphone, on a essayé de faire de l'outbound un peu brutal et d'appeler. C'est quand même un chasser au filet avec le téléphone. Il y a des sociétés spécialisées dedans. C'est pas trop Ouais. dans ma philosophie. Donc, effectivement, des événements, alors des salons, on participe à des salons bien faits, bien préparés. Il y a toute une stratégie à mettre en place, mais c'est un bon moyen. Également, on va tester des choses un peu plus tradies, mais de l'envoi de mailing papier avec, alors bien fait, sur des belles On en reçoit enveloppes. tellement plus que tu peux. Enfin, moi, je pense que Exactement. c'est Donc, déjà en les gros, il choses y se a tout le sont monde sur inversées. Ouais. LinkedIn. Ouais. C'est ça. Il y a tout le monde sur T'envoies des LinkedIn. courriers. Moi, j'envoie du courrier. Voilà. Bon, je pense Exactement. qu'on va pas tarder à voir revenir le fax si ça Ouais, continue comme ça. pourquoi pas. Ah, s'il n'y a que moi, s'il y a Keywatch qui apparaît, moi, ça me va. Ça marche. Euh, Qu'est-ce que enfin, là, on arrive à la conclusion un peu de notre call. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à. C'est quoi, toi, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui serait dans ta position aujourd'hui ou des choses à retenir par rapport à notre entretien d'aujourd'hui pour conclure un peu l'échange?
Qu'est-ce qui te paraît intéressant ou important comme message que tu as voulu faire passer aujourd'hui? Moi, c'est que si vous avez une idée, un projet, envie de faire quelque chose, faites-le et tout est Ouais, possible. bon, évidemment. Non, mais c'est vrai. Tu lâches pas l'affaire, quoi. Ah non, 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 mais c'est mon combat. Le combat de ma vie, c'est de développer une belle société pour montrer que c'est possible. Mais sinon, non, voilà, le marketing est super important. Et voilà, il y a de belles choses à faire, même sur nos métiers industriels, et avoir quelque chose, faire quelque chose qui a du sens. Et ce qui est bien aussi chez Watch, ça pour le coup, ça fait très start-up, mais c'est vrai, on fait des choses qui ont vraiment du sens, et ça, c'est vraiment important. Eh bien, écoute, Nicolas, merci beaucoup pour cet échange. J'étais très content de notre interview. Également. Merci beaucoup, Karim. Merci à toi. Chers amis, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer, etc. Pensez à me mettre un petit avis, s'il vous plaît, si jamais vous passez sur l'une de ces plateformes. Et puis, je vous dis à très bientôt.